يالله 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 يا أخي القوم جميع مرض سكري يالله 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 يا أخي القوم جميع. Remercier le professeur Jamel Belkhader de m'avoir invité et d'avoir pu me permettre de rencontrer des amis marocains. Et je remercie aussi le comité d'organisation de m'avoir mis juste après la consoeur là qui m'a beaucoup débroussaillé ma présentation. Nous allons vous parler de notre expérience très minime à Alger sur les pompes portables en 2015. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pompes ont été expérimentées dès les années 70 et elles ont été utilisées dès le départ pour mimer l'insulinosécrétion d'insuline en continu chez les malades. Et cette technique a soulevé un enthousiasme sans précédent, un essor assez extraordinaire dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis. Et le premier, en hommage à cet homme qui a fait bouger les choses en diabétologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que paradoxalement, après cet essor assez extraordinaire, un frein est vite tombé sur ces pompes suite aux accidents extrêmement nombreux, multiples, dangereux, parfois mortels, liés au matériel. Le matériel était d'une fiabilité limitée des pompes. Le consommable n'était pas de très bonne qualité. Et la deuxième cause, c'était l'attitude totalement irraisonnée de nos confrères qui sont mis à placer des pompes à un peu tout le monde dans les années 1980, aidés en cela par les patients qui voulaient éviter les multiplications d'injections d'insuline, donc sans aucune éducation thérapeutique. La troisième cause qui a mis en veilleuse ces pompes, c'est l'avènement des silos qui ont amené un confort certain chez les patients diabétiques. Et cette mise en veilleuse des pompes a duré une vingtaine d'années, jusqu'en 2000, où le retour en grâce des pompes est survenu à la suite de trois facteurs extrêmement importants. C'est les progrès de la microélectronique et de la biotechnologie. Les pompes sont devenues miniaturisées. Toutes les pompes sur le marché actuellement mondial pèsent 90 grammes. 90 grammes, c'est à peu près un paquet de cigarettes, alors que dans les années 70-80, elles pesaient 1 kg, 1 kg 100. Les plus légères, c'était les pompes Nordisk, Novo Nordisk, qui pesaient déjà 700 grammes. Le deuxième, c'était l'intérêt des équipes de diabétologues qui ont compris l'intérêt de cette méthode de traiter et ils sont lancés dans l'éducation thérapeutique de manière rigoureuse. La troisième, c'est les succès obtenus dans le groupe de patients traités par pompe dans le DDCT que tout le monde connaît. Des résultats. Bon, c'est ce que cette méthode, la spécificité de cette méthode-là nous oblige donc implique la mise au point de moyens humains et techniques, surtout en matière d'éducation thérapeutique, et bien sûr l'acceptation par le malade à l'utilisation d'un port au long cours d'un système portable. C'est ce que nous avons fait à la clinique du parc Ben Omar à Kouba. C'est une clinique qui prend en charge le diabète et ses complications dans un cadre libéral. C'est ce que nous avons fait. Donc nous avons créé une unité de pompe portable qui est composée de 4 médecins diabétologues et d'un technicien de la santé qui travaille avec nous maintenant depuis une quinzaine d'années. Et nous avons mis au point aussi un programme éducationnel en tenant compte des différents niveaux socio-culturels. La première étape, c'est une étape extrêmement importante pour nous, une étape capitale qui vise à apprécier le niveau d'instruction, l'âge, la durée du diabète, la façon de sa motivation, est-ce que le patient était demandeur ou non. Nous n'avons jamais proposé à un patient une pompe, c'est les patients qui sont venus nous-mêmes, donc il y avait un a priori positif au départ. Est-ce que la qualité de l'autosurveillance glycémique, est-ce qu'ils en font une ou non? Quelle est cette autosurveillance glycémique? Est-ce qu'elle était de bonne qualité ou non? Combien fait-il d'hémoglobine glycée par an? Alors si le patient est retenu, nous n'avons jamais recalé un patient. Les patients retenus donc, sont hospitalisés dans notre
clinique pendant 5 jours où ils sont pris en charge le matin par les médecins et l'après-midi par le technicien pour le maniement de la pompe, l'administration de bolus. Le matin, les médecins qui donnent des cours d'éducation thérapeutique. Alors, l'éducation thérapeutique, ma consoeur l'a bien détaillé et je vais passer assez rapidement. Nous insistons sur beaucoup, en fonction de leur niveau intellectuel, bien sûr, sur l'insulinosécrétion, c'est le sujet normal. Comment ça se passe? C'est un sujet normal, non diabétique. Il y a une insulinosécrétion basale et des bolus chaque fois que l'on mange. La pompe, c'est la même chose, mais il y a une différence énorme, c'est que chez le sujet normal, c'est une boucle fermée, il y a une analyse en continu, alors que chez le patient diabétique, il faudra faire une autosurveillance glycémique. Bon, je passe sur les autres cours, les explications de paramètres, ICR et ISF, ma consoeur l'a bien expliqué, chaque jour des notions d'insulinothérapie fonctionnelle. L'après-midi, les patients sont pris en charge par notre technicien qui est rompu aux méthodes de pompe portable et qui explique comment administrer un bolus de correction. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que pendant ces 5 jours-là, les 2 premiers jours, donc les 6 premiers repas, c'est les médecins qui analysent les hydrates de carbone, les matières grasses, en expliquant aux patients, et c'est nous-mêmes qui administrons et les bolus. Le patient ne fait absolument rien. Les 3 jours après, le 3e, 4e et 5e jour, c'est au patient de déterminer la quantité d'hydrates de carbone et des matières grasses avec la correction ou non des médecins. La programmation de la pompe, je passe, ma consoeur l'a pas assisté, mais c'est l'ICR et l'ISF. L'ICR, c'est des paramètres, qui sont inamovibles. C'est 450 divisé par la dose totale d'insuline. C'est la quantité d'insuline qu'il faut pour assimiler X grammes d'hydrate de carbone. Exemple, 450 divisé par 45 unités d'insuline, par exemple, c'est une unité qui va assimiler 10 grammes d'hydrate de carbone. L'ISF, ma consoeur l'a encore bien expliqué, c'est la sensibilité que nous avons vis-à-vis de l'insuline. Si on a 3 grammes, c'est 1700 et non pas 1800 ici à Casablanca, 1700 pour nous, divisé par le nombre d'insuline par jour, 45, et on retombe sur 0,37 mg par jour. Alors les débits de base, alors là il y a peut-être une matière à discussion. Nous ne faisons pas du tout d'épreuve de jeûne. Nous la trouvons quelque peu et nous avons en gros schématiquement, très schématiquement, on n'est pas très loin de la réalité. Chez les enfants, le débit de base est de 30% en gros et les bolus de 70%, bien sûr dispatchés en 3 ou 4 heures. Chez les adultes, c'est pratiquement la même chose avec peut-être un débit de base de 45%. Nous verrons que nos malades ont donné de très bons résultats sur cette base-là. Alors les différents débits de base, nous l'expliquons par contre bien aux patients. Le plus faible, c'est celui du matin à cause de l'activité physique. À partir du coucher du soleil, de 17h à 22h, le débit de base augmente. De 22h à 5h du matin, tout le monde le sait, là ici, c'est le plus élevé avec le phénomène de l'aube. Et de 5h à 8h, il est aussi assez important. Le plus important, c'est de savoir que le débit de base le plus faible est dans celui de la journée, entre 8h et 17h. Les bolus, je vais passer très vite. Nous avons une approche assez originale qui retombe sur le bon travail de notre consoeur, là, sur l'insulinothérapie fonctionnelle, mais elle est assez originale, je ne vais pas la détailler ici, ça va me prendre du temps. Alors l'analyse d'hydrate de carbone, alors les 2 premiers jours, je vous l'avais dit, c'est par le médecin, et les 3 derniers jours, c'est par le patient. Donc le patient a interprété 9 repas, petit déjeuner, midi et le soir, par 3, 9 repas, et avec la correction des médecins. Alors le suivi, on a bien retenu la leçon de pick-up et des équipes de diabétologues avec une éducation thérapeutique rigoureuse. Le suivi il est extrêmement rigoureux, notamment le premier mois où les patients sont vus 2 fois par semaine, essentiellement à cause du changement de la cartouche qui est une période assez délicate. Le 2e mois, ils sont vus en général 1 fois tous les 15 jours et ça se passe bien avec des consultations de 35 à 45 minutes. Alors le matériel, je passe là aussi, nous avons 2 types de pompes en Algérie, il n'y en a pas 3 donc je vais les citer, c'est la pompe Combo Roche et la pompe Medtronic de chez Medtronic, VO, qui sont différentes parce que la première fait appel à une autosurveillance glycémique en discontinu, alors que la deuxième fait appel à des capteurs.
Les patients, nous avons eu 24, ça fait maintenant une année que nous avons une expérience sur les pompes portables, 24 patients, 10 enfants traités par acte rapide NPH, nos amis pédiatres sont encore à ce type de schéma, 12 adultes traités par basal bolus et 2 adultes sous prémix. Actuellement, ce qui est interprétable, c'est 19 patients sur les 24, avec un recul de 3 à 4 hémoglobines glyquées sur un an. Tous avaient un diabète de type A. Les résultats, ils sont comme dans la littérature, c'est assez bien connu, ils sont assez spectaculaires. Sur l'hémoglobine glyquée, nous, on est passé de 10 à 7,3 au bout de 3 mois, 6,9 et 7,1. Il y a une remontée dès le 6e mois parce que le malade veut manger un peu ce qu'il veut apprécie la pompe et il y a une légère remontée sur l'hémoglobine. Donc on perd pratiquement, en moyenne sur un an, on est à 7,13 pour les 19 malades, ce qui est un excellent résultat. Les besoins en insuline suivent la même chose, de 68 unités, on est passé à 49 et avec, donc on a 31% d'insuline en moins. Et là, peut-être, on pourra en discuter avec la consoeur. Il y a une différence importante entre les doses d'insuline en discontinu et en pompe portable. En discontinu, je ne crois pas qu'il y ait une unité d'insuline puisse assimiler 10 grammes d'hydrate de carbone le matin. Mais en pompe, oui, mais en discontinu, peut-être qu'il faudra ajouter 30%. Les événements, nous avons eu beaucoup d'hypoglycémie à cause des réglages. Ce n'est pas des hypoglycémies au sens propre du mot, au sens clinique du terme, c'est plus des mal-être, mais c'est essentiellement à cause du réglage des débits de base et des bolus. Nous avons par contre 2 hyperglycémies extrêmement majeures qui sont imputables à nous-mêmes. Comme les consommables sont relativement chers chez nous et qui ne sont pas remboursés, nous avons dit, ma foi, le laboratoire nous dit de changer les consommables tous les 3 jours, on va les changer tous les 5 jours, et bien, au bout de 5 jours, au bout du 4e jour, il y a eu une flambée d'hyperglycémie que le malade a parfaitement bien corrigé. Voici donc, il y a un événement par contre assez intéressant, celui-ci, le dernier, les lésions cutanées, qu'on n'a pas su étiqueter. Je ne sais pas si c'est de l'hypodystrophie ou une infection. Je vous les montre. 1, 2, 3, 4, 5. Chaque fois qu'on plaçait, ça nous embêtait un peu parce qu'on voulait arrêter la pompe. Et puis au bout de 5-6 mois, ça a disparu. Alors les résultats sur la qualité de la vie, tous reconnaissent avoir une vie assez bonne. Certains patients disent qu'ils ont une seconde vie. Sur le poids est stable. Alors tous les malades diabétiques ont cette fameuse notion, avec la pompe, on peut manger ce que l'on veut et comme on veut. C'est vrai et pas vrai. Mais le poids est stable, nous avons évité les orgies alimentaires. Alors les résultats dans la littérature sur les petites séries, les pompes font aussi bien que le basal bolus sur des petites séries. Il est effectivement facile d'avoir de bons résultats avec des petites séries. Sur des grandes séries, par contre, les pompes se dégagent facilement et nous avons des écarts de 0,7 à 1,5%. L'entrée d'une étude française sur un échantillon de 1500 patients diabétiques représentatifs du type 1 français a montré que les patients avaient une hémoglobine supérieure à 8. Bon, depuis quelques années maintenant, un élément clé va revitaliser ce traitement par pompe, c'est la mesure continue du glucose. Il y a 2 types de mesures continues de glucose. La première, c'est une étude, c'est les capteurs à visée diagnostique. Là, vous voyez qu'il y a un inconvénient, nous avons un diagnostic qui est rétrospectif, qui est au bout de 6 jours. Alors c'est en gros schématiquement une électrode que l'on passe en sous-cutané pendant 6 jours, surmontée par un enregistreur, et les données sont transmises à un ordinateur et traitées. Voici donc, c'est une méthode extrêmement facile que l'on peut passer dans un cabinet. Je passe très vite parce que je crois qu'on m'a... Voici le capteur, donc. Et là, on a remplacé un capteur chez une femme qui avait fait plusieurs HGPO. Certaines étaient normales, d'autres étaient borderline, d'autres étaient tout à fait pathologiques. Et là, nous avons vu assez régulièrement, une hyperglycémie. Mais ce qui était important, c'est que les glycémies faites en discontinu, il y a une très très bonne concordance avec les enregistrements continus, malgré que l'analyse que l'on fait en continu soit du sang
dans le milieu interstitiel. Voici donc un enfant qui était parfaitement bien équilibré avec deux actes rapides NPH. Vous voyez que l'enregistrement continu, ce qu'il nous montre, un déséquilibre total de son diabète. Les hypoglycémies nocturnes le passe. Voici un truc extrêmement intéressant pour l'intérêt de l'éducation thérapeutique. C'est un enfant, 10 jours après pompe, chez lui, à titre externe. Vous voyez que l'enfant est parfaitement bien équilibré. Il dépasse sur 6 jours pas du tout les 2 grammes, sauf ici, régulièrement sur 6 jours. Et on s'est posé la question, vous voyez, l'intérêt pédagogique de c'est... Qu'est-ce qui se passe? C'est un enregistrement qui a été fait le 26 juin, il était en vacances, il dormait, l'enfant qui est hyperactif, qui a un débit de base à 0,17, il dormait, il ne se réveillait plus à 6 h du matin, il se réveillait à 8 h, 8 h 30, il fallait simplement augmenter son débit de base et tout rentrer dans l'ordre. Une rémission, donc encore une fois, intérêt pédagogique. Avant pompe, le basal bolus avec la grande variabilité glycémique, le basal bolus, à notre sens, ne marche pas, sauf si l'on fait 4 injections d'analogues rapides ou d'analogues lentes. La deuxième catégorie de capteurs qui est extrêmement intéressant, c'est les capteurs thérapeutiques. Alors ceux-ci sont extrêmement intéressants parce qu'ils bouleversent actuellement la prise en charge du diabète, l'autosurveillance glycémique et l'auto en discontinu. Oui. Voici donc une pompe, la pompe Medtronic avec un capteur, et vous voyez que le résultat de la glycémie est donné en continu, en temps réel, et ça permet aux patients de corriger ces éventuels écarts glycémiques. Un enfant, une pompe. Alors bien sûr là, cette fille-là, voilà, cette fille-là, l'intérêt, c'est de montrer qu'elle était contente d'avoir une pompe rose. Ce qui est intéressant dans ces capteurs à visée thérapeutique, c'est ces flèches-là, vers le bas ou vers le haut, qui indiquent aux patients qu'il faut... Alors bien sûr, on a voulu comparer les pompes avec capteurs et les pompes sans capteurs. Et les pompes avec capteur amènent un plus sérieux et qui se prolonge. Avec la pompe et le capteur, je pense il suffit de prendre sa pompe, de voir s'il y a une flèche en haut ou une flèche en bas et de corriger. L'enregistrement sur 6 jours après 1 mois de pompe chez la jeune fille qui avait des grandes variabilités, là il y a une très grande stabilité. Alors les conclusions, le traitement par pompe est devenu un traitement maintenant habituel en Europe. Il va se développer de plus en plus et il va peut-être être à l'origine d'une éclaircie pour la prise en charge du diabète de type 1. Des progrès sont attendus au niveau de la fiabilité des capteurs, au niveau de l'éducation renforcée. Bien sûr que ces capteurs-là nécessitent une éducation thérapeutique extrêmement importante. L'outil, c'est un outil invasif et encombrant. Il est placé pendant 6 jours dans la paroi abdominale, il est un peu encombrant, mais surtout c'est l'analyse diabétologique en bas ici. Qu'est-ce que veut dire une croix ou deux? Les progrès encore attendus de 2014 à 2020, c'est cette boucle qui se referme progressivement. Et l'exemple type, c'est Medtronic, où il y avait un arrêt automatique de 2 heures pour un niveau glycémique bas prédéterminé qui n'est plus valable. Medtronic a mis au point maintenant, récemment, dans les 3 derniers mois, ici maintenant, un algorithme où il y a la gestion de l'hypoglycémie. À des niveaux glycémiques prédéterminés par le malade, la pompe s'arrête et redémarre seule lorsque la glycémie remonte. Le développement de pompes de type patch jetable. Voilà donc ce qu'on attend. Les conclusions actuellement en Algérie, le moins qu'on puisse dire, c'est que les pompes sont dans l'air du temps, les pompes portables sont dans l'air du temps. Je pense si on doit donner quelques indications, il ne faut pas créer des nouvelles technologies. La mesure continue de glucose est un apport extraordinaire pour le malade et pour les pompes. Je pense que c'est devenu une indication extrêmement courante dans la surveillance des états diabétiques. Toutes les études ont montré que l'autosurveillance en discontinu, c'est le moment le plus mal vécu par les patients.
et la mise en place d'équipes maîtrisant parfaitement, je pense que tout le monde domine plus ou moins. Il y a une qualité qu'il faut absolument, c'est la disponibilité de tout le monde, parce que c'est quand même des traitements assez lourds et assez contraignants. Je vous remercie de votre attention.